postale, payons un désagrégé de philo et un idiot utile du négationnisme, Valls, un traître aux yeux de tous, et Marine Le Pen, la fille poissarde d'un père poisseux, inventaire non exhaustif. Bref, ça vole dans tous les sens, c'est la farandole des bourre-pifs, le miracle de la multiplication des coups de boule. Vous êtes d'évidence un fervent partisan du cumul des mandales. Ça dynamite, ça disperse, ça ventile, ça éparpille façon puzzle, et reconnaissons-le, ça réjouit souvent. Alors au risque, parfois, que votre tempérament bagarreur vous fige dans la posture du père tape dur, ni round d'observation dans ce combat de boxe, ni round tout court, vous frappez sans répit ni relâche. Votre ouvrage aurait sans doute gagné à quelques changements de rythme et de registre, à ce que vous soyez moins puncher et par endroits plus philosophe, au risque aussi de quelques dispensables facilités, selon moi en tout cas. Était-il par exemple utile d'intituler une de vos chroniques en plein dans le Fillon, sachant qu'il faut prononcer Fillon, Fion, évidemment, au risque enfin que l'hubris du polémiste vous fasse franchir quelques lignes blanches lorsque vous écrivez sans aucun argument à l'appui, en tout cas pas beaucoup, que Laurent Geoffrin, le patron de Libération, prend ses ordres chez Cambadélis, ou, plus étonnant, que vous doutez de l'honnêteté des résultats du référendum sur Maastricht en 1992. Alors dans les 80 et quelques brefs chapitres de cette cour des miracles, on ne peut que saluer votre énergique persévérance à dénoncer les contradictions, fustiger les palinodies et arracher les faunées rhétoriques, même si certaines de vos prises de position appellent la discussion et la contradiction. Nous le vérifierons dans quelques instants avec Éric Zemmour. Mais pour commencer, une question qui concerne une nouvelle fois votre revue de voter. Si je devais résumer d'une phrase votre livre, je dirais que selon vous, pour parodier un célèbre aphorisme footballistique, la présidentielle est un jeu qui se joue à 11 et c'est Maastricht qui gagne à la fin. En ce cas, pourquoi, au moins au premier tour, ne pas avoir accordé votre suffrage à un anti-Maastricht, d'autant que vous saluez la performance des petits candidats lors du débat à 11 ? Parce que ça sert à rien. Et puis parce qu'en 2005, il y a eu un coup d'État qui a consisté à demander au peuple ce qu'il pensait de l'Europe maastrichtienne. Le peuple a dit qu'il ne souhaitait pas de cette formule-là pour l'Europe. Il voulait une Europe sociale et pas une Europe libérale, et qu'on lui a dit, eh bien tant pis, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez quand même. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit à quoi bon voter, puisque de toute façon, au bout du compte, tout est fait pour que nous en arrivions à un candidat de l'Europe maastrichtienne en face de Marine Le Pen. On aura tout fait pour que Marine Le Pen soit au second tour. Et puis entre les deux tours, on nous dira que c'est Oradour-sur-Glane et que c'est la Shoah. Et que finalement, nous n'aurons le choix qu'entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Donc évidemment, on se retrouve avec des plébiscites au lieu d'élections. Et je ne veux pas contribuer à cette parodie d'élections parce que finalement, on sait très bien que les gens qui veulent d'une autre Europe n'auront pas la loi. Comment se fait-il que des gens comme Marine Le Pen qui pèsent lourd d'un point de vue électoral et Jean-Luc Mélenchon qui pèsent lourd d'un point de vue électoral aient des difficultés à trouver 500 signatures quand 2 ou 3 sont capables de les trouver alors que leur programme consiste à aller coloniser la Lune, ou des choses tout aussi ridicules que celles-ci. Eux, ils n'ont pas de problème. Les Asselineau, les Artaud, les Cheminades, enfin tous ces gens-là, ils ont trouvé 500 signatures. Comment se fait-il ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve un candidat de la ruralité qui est une carte postale de la ruralité, pour ne pas dire une caricature de la ruralité ? On nous dit que Jean Lassalle, qui a le bel accent comme il faut, et qui sort de sa campagne, et qui est très extravagant, et qui est formidable pour porter l'idée que Maastricht pourrait ne pas faire la loi, que la ruralité ça existe, que la campagne ça existe également. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un candidat comme ça ? Il est fort sympathique, mais très folklorique. Donc je dis effectivement, ne me demandez pas de souscrire peu ou prou à cette mascarade, parce que de toute façon, moi j'ai parié quelques caisses de champagne, j'attends qu'on me les donne, mais j'ai dit depuis 6 ou 7 mois, nous aurons un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht. Alors ça aurait pu être Fillon, c'est aujourd'hui Macron, en fait, c'est bien Macron. Mais alors deux choses, Michel Onfray. D'abord, ça revient quand même à mettre les 11 candidats dans le même sac, ce qui est quand même un peu injuste pour certains d'entre eux, même si j'entends ce que vous dites sur eux. Et la deuxième chose, vous abordez une des contradictions quand même de votre livre, notamment par rapport à Fillon. Fillon, vous lui consacrez un chapitre extrêmement sévère, avec tout, il s'est rendu coupable, ou en tout cas dont on croit coupable. Et à la fin du livre, vous dites, c'est quand même bizarre cette affaire Fillon, on a été beaucoup plus sévère avec lui qu'avec d'autres, donc vous animez un peu une fibre quand même complotiste par moment, qui contredit d'ailleurs ce que vous dites avant dans le livre. Soit Fillon s'est disqualifié parce qu'il a eu un comportement illégal ou en tout cas immoral ou que sais-je, on verra bien ce que dira la justice, soit il y a eu un complot contre lui, mais ça ne peut pas être les deux.
Non, mais ça, c'est une geoffrinade, l'histoire du complot. C'est tout ce qu'on met en avant pour essayer d'éviter de dire que le réel a bien eu lieu. Il se fait quand même que, moi, quand j'ai démarré ce livre, je me suis proposé à moi-même d'être honnête. Je sais que ça pèse pas lourd, mais j'aurais très bien pu refaire le tout quand j'ai corrigé. C'est facile, hein. Je dis, à un moment donné, on enlève une chronique, on rebricole un truc, on fait sauter une phrase, et puis voilà. Je dis non, je garde tout, y compris mes erreurs, y compris mes approximations, y compris mes doutes. Le Macron du départ n'est pas le Macron du milieu, qui n'est pas le Macron de la fin, donc on peut effectivement changer d'avis en cours de route. Je précise pour les téléspectateurs qu'au départ, vous dites dans le livre que Macron, vous n'y croyez pas, et que ça, c'est une bulle. Je dis que c'est une bulle qui explosera, et je pose une question, je dis est-ce que ce sera avant ou après l'élection? Voilà. Donc maintenant, on connaît la réponse, ce sera après. Non, mais sur Fillon, sur Fillon, cette histoire de... où vous prononcez pas le mot complot, mais il y a quelque chose de... Non, je dis pas que c'est un complot, je dis simplement qu'il y a eu d'autres affaires concernant Jean-Luc Mélenchon, concernant d'autres... cette amplitude... c'est vous qui décidez que l'amplitude, c'est celle-là et pas une autre. Il me semble que Fillon coche un nombre de cases qui est inégalé par rapport aux autres affaires que vous évoquez, il me semble. C'est vous qui avez décidé que... Moi, je pense que la loi, c'est la loi, et que quand on contrevient à la loi, on contrevient à la loi, et que quiconque contrevient à la loi devrait être traité pareillement. Que certains ont pu contrevenir à la loi, d'autres pas, et qu'on décide aujourd'hui que ceux qui ont contrevenu à la loi ont contrevenu un peu moins que d'autres, et que c'était normal qu'on s'acharne moins. Non, je vois quand même qu'on s'est acharné sur ce monsieur, et qu'on s'acharne pas pareillement aujourd'hui sur Bayrou, sur Marielle de Sarnez. Il n'y a pas eu d'affaire Mélenchon? Mais bien sûr que si, vous n'avez pas lu. Laquelle? On va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, il y a une affaire Mélenchon, bien sûr que si. Ah non. Mais si. Il y a même des gens qui sont venus sur Internet expliquer qu'ils avaient collaboré avec Mélenchon et ce que faisait Mélenchon, etc. Si, je suis d'accord. J'ai vu les mêmes choses qu'on ferait. On comprend pas. Personne ne l'a vu. Et ben voilà. Mais ça serait trop long à expliquer. C'est mais c'est toujours la même chose. C'est ils prennent des avions, des machins, des voitures, des ceci. C'est toujours la même chose. C'est tous les élus, utilisent les moyens publics pour leur machin. Des voitures avec chauffeur quand on n'est plus élu, des emplois qu'on obtient par faveur, etc. Enfin, toutes choses. Vous voyez, voilà. Bon. Ah oui. Moi, je voudrais d'abord bienvenue au club des chroniqueurs politiques. Ça me fait plaisir d'avoir un collègue aussi prestigieux, même si je trouve que vous vous méprenez sur vos références, parce que je trouve que vos chroniques ne ressemblent pas aux moralistes du XVIIe siècle, La Bruyère, La Rochefoucauld, qui étaient plus psychologisantes et plus, vous voyez. En revanche, ça ressemble beaucoup, et moi, j'aime bien et je m'en inspire souvent aussi aux textes du XXe siècle. D'ailleurs, même fin du 19e, début du 20e. Les chroniques politiques, quand elles sont à la fois littéraires et polémiques. Je vous dis ça parce que moi-même, j'aime en relire. J'aime lire Léon Bloy, j'aime lire Bainville, j'aime lire... Mais à gauche aussi, ils sont souvent aussi très talentueux. Mirbeau. Exactement, et je trouve que ça ressemble plus à ça. C'est la tradition polémiste française, même si je trouve que vous parfois, et on va y revenir sur le fond, ça c'est plus intéressant, vous cédez un peu trop à la facilité. C'est-à-dire que la facilité non pas de la polémique et tout ça, moi j'adore ça, c'est pas moi qui vais vous reprocher ça, mais la facilité d'un certain poujadisme chic. C'est-à-dire ils sont tous, ils se défendent que leur boutique, vous voyez, c'est facile, mais et c'est partiellement vrai. Non, mais oui, quand même. Non, mais oui, mais j'argumente quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Mais je veux dire, vous ne pensez pas, par exemple, qu'une union de la gauche du Parti socialiste et de Mélenchon aurait rendu possible la présence d'un candidat de gauche au deuxième tour? Non. Moi, je pense que si. Bah oui. Il y avait une dynamique qui était susceptible d'être créée. Je ne pense pas. Il fallait faire un tiers programme. Mélenchon... Je défends dans cette aventure. Je comprends, mais moi je vais vous dire la gauche qui n'a pas eu lieu. C'est très intéressant. Dire que si ce programme commun de la gauche n'a pas eu lieu et qu'on a eu le choix contre Marine Le Pen, qui était de toute façon une candidate pour rien, et Macron, qui de toute façon était le candidat élu, c'est que des gens ont préféré préserver leur boutique. Oui. À Mont, pas à Mont, parce que à Mont, on a fait la demande. Mélenchon voulait tuer le PS. Ah oui. Oui, mais il y a des logiques politiques. Et ben voilà, il est content, il a tué le PS, Macron. Donc, oui. Mais de toute façon, il n'aurait pas été élu. Donc un programme qui aurait été un programme commun d'une gauche qui n'aurait donc pas été le programme de Mélenchon. C'est drôle ce que j'ai compris. C'est drôle ce que vous dites parce que moi, j'allais vous dire à l'inverse. C'est-à-dire que là, quand vous dites le système a organisé, il fallait qu'un candidat maastrichtien gagne, etc. Très bien. Je vous suis dans les grandes lignes. Sauf que il y a une limite à votre raisonnement. Il y a une double limite. D'abord, c'est un peu quand vous dites je vais pas voter puisque je ne participe pas à cette mascarade, c'est un peu la fameuse phrase de Peggy, ils ont des mains propres mais ils n'ont pas de mains. Vous vous coupez vous-même les mains. Deuxièmement, en Angleterre et aux États-Unis, le système était contre le Brexit, il était pour Clinton et ces gens-là ont quand même perdu. Donc ça veut dire que quand il y a une vague populaire et quand il y a des candidats
qui arrive à chevaucher cette vague populaire, le système peut être abattu. Notre problème en France, et c'est marrant que vous me parliez de l'union de la gauche, parce que moi, et les téléspectateurs ici le savent, je parle plutôt de l'inverse. Je pense que s'il y a une impasse, c'est parce que depuis 20 ans, depuis 30 ans, la droite n'a pas osé faire ce que Mitterrand a fait avec le Parti communiste, c'est-à-dire s'allier avec le Front National, pour le tuer et pour garder ce que l'électorat voulait, c'est-à-dire toute la politique sur l'immigration et l'islam. Ça, c'est pas mon camp. Mais je comprends très bien. Je comprends très bien. C'est pour ça que je vous dis, on est exactement aux deux pôles. Moi, je reproche. Donc, c'est pas le système. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. C'est que ils sont mis eux-mêmes dans une impasse politique. Et je dis que ce sont des individus. Bah oui. Et donc, c'est pas du poujadisme. Bah si, quand vous dites... quand de faire la démonstration du contraire. Mais non, quand vous dites... C'est pas du poujadisme que de dire que des gens qui devraient normalement avoir le sens de l'intérêt général, qui devraient avoir le sens de l'ouvrier, du prolétaire, oui, du jeune homme ou de la jeune fille qui fait ses études, des pauvres, des gens... Eh ben, ils n'ont pas le souci de ces gens-là. Si, parce que bien sûr que non. Mais si, mais bien sûr que non, vous savez très bien. Oui. Mélenchon, ou alors il est délirant. Si Mélenchon pense qu'il pouvait gagner tout seul, c'est délirant. Mais parce que il le pensait. Je le Mais attendez. Mais contre Marine Le Pen, vous l'avez dit vous-même, n'importe qui gagne. Non. Donc si Mélenchon est au second tour contre Marine Le Pen, il a gagné. Pas sûr. Ah. Mais lui le pense. Oui, mais ça c'est justement, je veux dire, n'importe quel candidat maastrichtien en face Marine Le Pen, il a gagné. Ça c'est sûr. Après ça, on peut imaginer que ce désir d'union de la droite avec le Front National, il se serait fait peut-être. Mais absolument. Pourquoi il ne fallait pas que Mélenchon y aille tout seul, mais qu'il y aille avec Hamon dans la perspective mitterrandienne, pour le coup, d'un programme commun qui aurait permis. Si. Parce qu'aujourd'hui, le diable n'est plus le Parti communiste, il est le Front National. Et celui qui a l'électorat populaire, c'est le Front National. Et quand vous dites qu'ils sont des individus, ce sont des vases communicants. des vases communicants. Non, c'est pas des vases communicants. Des gens qui ont voté pour le Front National auraient voté pour une union de la gauche anti-libérale. C'est faux. Mais vous vous trompez. Mais non. Chez Marine Le Pen, qui n'y sont que par souverainisme. C'est faux. Vous vous trompez. Ça, vous faites la même erreur que les mélenchonistes. C'est-à-dire que vous pensez que l'électorat populaire du Front National peut voter pour Mélenchon. C'est faux. Parce que le Front, attendez. Non, excusez-moi. 20% des gens votent pour le Front National. Mais non, mais c'est faux. Excusez-moi, l'électorat du Front National, l'électorat populaire du Front National, il vote Front National, pas pour le social. Vous faites la même erreur que Philippot. Il vote pour l'immigration. Et l'électorat... Je sais que l'électorat du Front National, mais je connais des électeurs du Front National. J'en connais, moi, dans mon village, avec qui je parle. Et leurs logiques ne sont pas aussi simples que ça. Moi, j'ai un copain d'école qui votait, qui m'a dit, j'aurais souhaité voter pour François Hollande, mais il se représente pas. Je lui ai dit, alors tu vas faire quoi? Il me dit, donc je vais voter Marine Le Pen. Donc, et ça rentre dans quelle catégorie sociologique, ça? Mais vous avez toujours... ça existe. Non, mais attends, vous allez prendre des individus. Il y a une logique, collective. Il y a juste des gens qui votent pour Marine Le Pen, non pas par adhésion à ses idées, mais qui veulent simplement en finir avec tout ce système-là. Et qui sont des gens qui sont prêts à en finir avec ce système-là, avec d'autres candidats. Pas du tout. Vous prenez des individus pour des masses. Des gens qui votent Poutou et Artaud au premier tour, qui votent Marine Le Pen au second tour, ça existe. Oui, mais ça, c'est 0,5%. Je ne suis pas sûr que ce soit si minoritaire. Vous mélangez l'individu avec les grandes masses. On voit bien les grandes masses d'où elles viennent. On voit bien la géographie électorale. Les masses sont constituées que d'individus qui ne pensent pas comme les sociologues disent qu'ils pensent. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué. On voit bien qu'il y a des dynamiques. Mais si, regardez, là, on nous parle d'un raz-de-marée pour Macron. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Voilà, quelqu'un qui était minoritaire au premier tour, qui devient majoritaire au deuxième tour. Ça s'appelle la logique de la Ve République. Eh ben, pas seulement. Non, parce que ça a toujours existé. Des médias depuis 80, c'est toujours la même chose. 48 heures après son élection, était déjà en train de nous dire qu'il y avait un raz-de-marée prévu pour parce que ça s'est toujours fait. Pas sûr. Sur Mitterrand à 881. Oui, mais c'est pas chaque élection a son. Mais non, il y a des logiques politiques. Non, vous vouliez. Oui, je voulais intervenir parce que j'aime beaucoup dialoguer avec Michel Onfray, mais il y a une difficulté qui est apparue, c'est-à-dire que dans le livre, vous expliquez que quiconque, comment dire, non pas nie l'existence du système, mais minimise son existence en fait est complice du système, est particulièrement emblématique du système. Et pareil pour le complot, c'est-à-dire qu'il fait partie du complot, quoi. Moi, j'utilise pas le mot complot. Non, on l'utilise contre moi. Absolument. Mais ça, il a raison, on fait le même coup. Alors là-dessus, il a raison. Mais nouvel argument de ceux qui n'ont pas d'argument. C'est même dans l'Obs, dans l'interview que vous avez donnée, la tentation complotiste. Non, mais maintenant, dès qu'on veut analyser quelque chose, on est complotiste. Je connais bien ça, alors vraiment. Je voudrais votre avis. Vous consacrez évidemment un texte au débat d'entre-deux tours, à la performance assez pathétique, assez piteuse, assez inquiétante même de Marine Le Pen. Mais essayez de voir cet épisode, par exemple, par mes yeux. Moi, je suis pas macronien, c'est pas du tout ma famille politique, son programme, ce qu'on en devine, c'est pas mon truc non plus, et je suis encore moins le péniste. Mais je vois
un débat entre deux personnes où d'un côté je vois quelque chose vraiment de terrifiant, dans la bassesse, dans la haine et dans l'incompétence, et de l'autre, quelque chose qui est de ridicule, et quelque chose qui est pas passionnant. Ben moi je regrette, mon attitude, c'est de voter Macron au deuxième tour par réflexe, parce que par patriotisme, je veux éviter, et le plus possible, avec le score le plus large, Marine Le Pen. Alors, je suis complice du système. Non, mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais jeté l'anathème sur ceux qui avaient... Non, mais vous dites que tout est organisé pour que ça se termine comme ça. Bah oui. Une représentante d'extrême droite caricaturale contre un représentant de Maastricht. Absolument. Mais il y a des gens que ça ne gêne pas de voter Macron parce qu'ils défendent depuis des années une gauche libérale. Donc, c'est pas un gros effort pour eux. Oui. C'est pas un gros effort. Je parle du reste, moi, c'est pas mon truc. Non, mais moi, je suis antilibéral de gauche, antilibéral. Pour ceux qui sont des libéraux de gauche et des libéraux de droite, ça ne pose aucun problème de voter pour Macron. Évidemment, c'est leur candidat. Ben voilà. Et qu'ils fassent le boulot. C'est exactement la même chose à l'époque où Chirac s'est retrouvé en face de Le Pen. J'ai dit, mais que ces gens qui finalement défendent les mêmes positions à droite et à gauche aillent voter pour Chirac, ça ne les gênera pas. Alors, on est dans la configuration idéale. Vous me diriez, voilà, tout le monde a voté. On est à un point d'équilibre absolu. Il ne manque plus qu'une voix, c'est la vôtre. Vous allez faire quoi? Je ne serai pas de ceux qui diraient, je reste chez moi, je ne vais pas voter. J'irai voter Macron. On est d'accord. Hein? Je dis simplement que il faut penser le réel tel qu'il est, pas la fiction. La fiction, c'était pas que Marine Le Pen risquait de gagner. C'était clair qu'elle ne gagnerait pas. Absolument, ça je suis d'accord. L'enjeu, c'était Macron doit-il gagner avec 80%, avec 60%. J'ai dit, dans des enjeux comme cela, je n'y vais pas. Dans un enjeu purement hypothétique du genre, voilà, il ne manque plus qu'une voix, c'est vous qui allez faire la différence. Je vous le dis clairement, j'aurais voté Macron, c'est clair. Donc il y a juste un moment donné où il ne faut pas criminaliser les gens quand ils disent, mais laissons les gens de la gauche libérale et de la droite libérale voter pour Macron, parce que finalement, ce sera pas un gros cas de conscience pour eux. Voilà pourquoi je ne suis pas allé voter, mais je suis pas allé voter précédemment non plus. J'ai quitté Argentan pour des raisons qu'on connaît, pour un deuil qui m'a éloigné de cette ville, et j'ai oublié de me faire inscrire sur les listes électorales. Puis constatant que j'avais oublié de me faire inscrire, je me suis dit, c'est pas gênant, de toute façon, voilà. Je suis pas allé plus loin que ça. Donc quand effectivement on a instrumentalisé le Nouvel Observateur, Le Point, en disant que j'appelais à ne pas voter au second tour, c'est pas vrai. Je dis depuis très longtemps que je ne voterai pas, donc je n'ai pas voté au premier, je n'ai pas voté au second, et c'était pas un enjeu pour moi le second tour, puisque je savais que le premier tour était fait comme ça, le plébiscite, et qu'au deuxième tour, quand il fallait plébisciter Macron, il y aurait de toute façon des gens que ça ne gênerait pas, parce que globalement c'est leur politique. Les socialistes depuis 83, ça doit pas beaucoup les gêner, puisque c'est leur politique. Bon bah alors qu'ils votent Macron. Et les législatives dimanche? C'est la même chose. Je veux dire, moi je ne joue plus. Oui, parce qu'on sait bien comment. C'est même encore pire. Parce que là, on voit bien que de toute façon, il va y avoir un ras-de-marée des macroniens et vous devriez aller voter pour d'autres candidats pour résister à cette vague ou rien. Alors, pas du tout. Pour vous répondre, ma réponse est dans le premier livre, enfin, elle est dans le premier volume. C'est-à-dire que tous les candidats, comme vous disiez tout à l'heure, Eric, je ne sais plus, enfin, que je les mettais dans le même sac, oui, ce sont tous des jacobins. Et moi, ma politique, elle n'est pas jacobine, elle est anti-jacobine, elle est girondine. C'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire, je souhaiterais que on puisse donner le pouvoir au peuple réellement. Je défends l'autogestion, la mutualisation, la coopération, en disant arrêtez de déléguer à des gens qui de toute façon vous représenteront mollement. Vous n'avez pas à être représenté, faites la politique directement. Donc il faut lire les deux livres en perspective. Oui, c'est un jeu de massacre, oui, je ne suis pas allé voter, mais juste parce que je dis en amont qu'il y a une autre façon de faire de la politique et que si vraiment on faisait savoir aux gens qu'on peut faire de la politique autrement qu'en allant dire à quelqu'un vous allez me représenter pendant 5 ans et puis pendant 5 ans je vais voir ce que vous allez faire, puis dans 5 ans je vais voir si je revote pour vous, si je revote pas pour vous. Je dis mais est-ce qu'on pourrait pas envisager les choses autrement, refaire du communalisme libertaire, redonner aux gens qui ont du génie, du talent, de l'intelligence là où ils sont, notamment les jeunes. Les jeunes en ont marre de la classe politique, ils en ont marre de voir comment tout ça fonctionne. Moi je vois plein de jeunes qui me disent votre télé, votre web TV, on regarde, on fait circuler des vidéos, il y a des trucs, c'est vachement intéressant ce que vous dites, parce que eux font des choses extrêmement intéressantes. Parce que justement, ils sont dans l'invention, dans la coopération. Ils inventent des micro-résistances, et la politique me paraît nettement plus intéressante que de voir le débat. Combien de temps ça va prendre? Attendez, c'est pas ça. Ces initiatives individuelles. Non, mais c'est pas ça, mais face à un poids suffisant pour faire changer. Vous avez raison, c'est la vraie question. Mais pardonnez-moi, mais quand on a vu tout à l'heure le débat entre les deux députés, là, bon, ça va. Je dis, mais est-ce qu'on a encore envie de ça? C'est drôle, c'est sympathique. Mais on se dit, voilà, ces gens-là se partagent le pouvoir depuis 83. Et il y a un moment donné où les gens disent... Non mais vous, le calendrier, comment vous le voyez? Vous pensez que c'est quelque chose qui, en fédérant toutes ces initiatives individuelles, peut changer les choses, je sais pas, à moyen terme, ou vous pensez que on est un peu dans l'utopie, et tant pis, l'utopie a ses valeurs?
Non, je pense pas qu'on soit dans l'utopie. Moi, je crois vraiment qu'il faut défendre des idées, les faire avancer. C'est-à-dire faire entendre un discours alternatif. Déjà, faire savoir aux gens qu'il y a probablement une grande disparité entre de Poutou, par exemple, à Marine Le Pen, mais qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont des jacobins. C'est qu'ils pensent que tout doit descendre de l'État. C'est que l'État doit donner des subventions, doit décider, doit ceci, doit cela. Un Girondin dit, mais attendez, ayez des initiatives privées, personnelles. Inventez-les vos crèches, inventez-les vos écoles, inventez-les vos médias indépendants ou autonomes. Les universités populaires. Les universités populaires, les maisons d'édition autonomes ou alternatives. Fabriquons des trucs alternatifs, des réseaux de coopération, des réseaux de mutualisation. Achetons des moissonneuses-batteuses ensemble. Faisons dans des endroits, dans des villages, par exemple, avec des maires qui sont... Ah ben oui, je comprends. Il est au bord de l'apoplexie, là. Dans les villages, par exemple, j'ai vu à Castelnau-Mahognac un maire extraordinaire, un vieux radical socialiste, enfin vieux, il sera pas content, notre ami, mais je veux dire, dans le sens ancien, dans le militantisme, et qui lui veut faire des choses dans son village, et qui dit, bah allez, on rachète une licence, on rachète cet endroit. Ce bar, il n'est pas question que ça disparaisse. C'est un ancien bar où se réunissaient les résistants pendant l'occupation nazie. Il a dit, mais il n'est pas question que ce bar devienne tout et n'importe quoi. Donc, il dit, allez, on a racheté ça. Maintenant, des jeunes sont là, les loyers sont pas très coûteux, et ça dynamise. Il y a des gens, il y a du monde, etc. Toutes ces initiatives communales avec des jeunes qui ont envie de vivre, de travailler au pays, parce que parfois ils n'ont pas forcément envie d'aller en ville, de monter à Paris, comme on dit, ou de monter à la capitale, et qui disent juste, mais on voudrait, dans notre village, dans notre département, dans notre région, faire des choses. Simplement, ce projet-là, on n'entend jamais. Mais on ne l'entend jamais. Mais vous devriez... Attendez. Une émission de Philippe Bertrand à France Inter, 10 minutes avant où on entend des initiatives personnelles, individuelles, de gens qui disent, nous on fait ça, nous, etc. Mais vous devriez vous poser la question, pourquoi on ne l'entend pas? Et moi je vais vous répondre, parce que vous êtes dans l'utopie pure. Non, pas du tout. Vous êtes dans le mythe, le mythe communalisme. Mais LIP, ça a marché 3 mois. Ça a marché 3 mois, et en plus, ça a été flingué. Mais non, mais arrêtez. Les Jacobins de droite et les Jacobins de gauche. Les Girondins, en plus, on pourrait refaire un débat d'histoire. Parce que vous avez une vision complètement mythifiée des Girondins. Les Girondins sont des gens qui déclarent la guerre à l'Europe et qui après pleurent dans le giron des montagnards pour leur dire, maman, comment on fait? Il y a toute l'Europe méchante qui nous attaque. Et c'est les montagnards qui sont obligés de faire la dictature pour sauver la France. Et c'est un débat technique. C'est pas technique, c'est fondamental. Et vous n'avez pas tort sur la question. Le clivage, c'est c'est le même clivage parce que c'est un clivage. On peut rentrer dans le détail de la guerre. Non, mais on va faire on va avec grand plaisir. C'est un débat. Mais oui, c'est un débat très. Mais oui, exactement. C'est un débat très important parce qu'il court. En fait, mais si c'est en vérité le nôtre. Pas aujourd'hui. Mais si c'est en vérité le nôtre, parce que. Non, mais il a raison. Les Girondins dont je parle aujourd'hui. Mais j'ai compris. Les chercheurs en 1700. C'est aujourd'hui. Mais évidemment. Ne vous inquiétez pas, je ne vous guillotinerai pas. Je connais votre passion pour Robespierre. Absolument. Mais on en reparlera aussi. Mais Robespierre, mais justement. Nous n'avons que des Robespierristes aujourd'hui. Mais pas du tout. Nous n'avons que des Girondins, justement. Des gens qui font des grands discours et qui ne font rien. C'est ça, les Girondins. Mais si c'est ça. Mais si c'est ça. Les guillotines, ils ont pas le temps d'agir. Mais pas du tout. Vous savez, Vergniaud, il fait un grand discours pour dire il faut être gentil avec le roi. Et au moment de voter, il vote la mort du roi. C'est ça vos Girondins. Et on revient aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même sujet. Un État, ça sert à quoi? Ça sert justement à protéger la France dans le monde. Mais je suis d'accord. Dans le monde, on ferait. Parce que le monde existe. Mais pas du tout. Qu'un Girondin, le monde existe. Il veut pas d'État. Mais non, mais il veut un autre État. Il veut le fédéralisme. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. Ça, ce sont les éléments de langage robespierriste sur la Révolution française. Les éléments de langage robespierriste. Mais oui. Mais on les a vus. C'est Soboul. C'est tous les historiens communistes. Ils sont vos shérifs, finalement. Mais non, absolument. Mais ils étaient lucides. Mais oui, ils étaient lucides. Des communistes lucides. Mais je vous rappelle encore. Alors, excusez-moi. Et vous passez votre temps à faire des raisonnements marxistes. Ne critiquez pas les communistes. Vous reprenez tout le temps leur raisonnement. Et c'est le grand capital. Mais moi aussi. Et moi, je m'assume. Marxiste que communiste. Eh ben, c'est la même chose. Pas exactement. Non. Mais je connais quelque chose de fondamental, c'est que ces initiatives locales se multiplient. Il y a des milliers. Je suis pas contre. Mais non, mais tu les ignores. Mais je les ignore pas. Mais je les ignore pas. Je dis qu'on fait pas une nation avec ça. C'est l'utopie. En 2017, alors. Il faut un État qui
pays centralisé, surtout en France, qui est un pays qui n'existe pas sans l'État, qui a été inventé par l'État. On n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Allemagne. Depuis Philippe le Bel, oui. Eh ben oui, hélas, c'est pas hélas, sinon vous serez pas là à parler français, ça ne changerait pas. Vous parlerez allemand ou vous parlerez italien, vous parlez pas français. Normand, je parlerai. Et donc, normand, c'est pas beaucoup mieux. Mais bien sûr que si, c'est quand même beaucoup mieux. Et Viking. Vous pourriez pas vous faire référence à Chamfort et à La Rochefoucauld et à La Bruyère, parce que ça, c'est vraiment le produit de l'État central, mon cher Onfray. Sinon, il y aurait pas de tout ça. Ne pas parler du passé. Mais on peut parler de l'avenir. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, parce que je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui, en étant girondin, défendre un État. Je suis pas contre l'État. Je ne suis pas du tout contre l'État. Et vous passez votre temps à critiquer. Et alors parlons d'aujourd'hui. L'État centralisé et jacobin. Justement. Il n'est pas centralisé, justement. Il est de moins en moins centralisé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Alors vous voyez, c'est ça la catastrophe. Pour une raison qui nous rassemble, qui est l'Europe. Absolument. Voilà. C'est l'Europe maastrichtienne. Il y a un État maastrichtien. Oui. Il y a un État européen. Une oligarchie. Non, c'est un État. Il a son drapeau, il a son hymne, il a sa monnaie. Oui, il y a une oligarchie sur oui. Personne ne trouve grâce à vos yeux dans le monde politique actuellement. Personne. Ce que vous décrivez, cet État un peu girondin, etc. Il pourrait être incarné par quelqu'un. Les jeunes dont je parlais tout à l'heure. Non, mais en politique, etc. Il y en a pas. En politique, ça, et pas des gens qui viennent faire semblant là de se battre en disant en gros on se tape sur l'épaule et puis on va à la buvette de l'Assemblée nationale et globalement on défend. La République des camarades, c'est les années 1920. Justement, arrêtons ça. Moi, je préférerais effectivement qu'on donne du pouvoir aux gens qui font vraiment de la politique. Justement, les jeunes qui dans les villages ont envie de faire des trucs, inventent des réseaux alternatifs. Ce sont ces gens-là qui font vraiment de la politique. C'est pas ce que fait Macron avec ses nouveaux députés. Ces nouveaux députés. Marxisto maroissien, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas parce que Maurras a défendu le fédéralisme que non, je ne défends pas le fédéralisme. Il faut simplement vous faire sortir du schéma du schéma jacobin de la lecture de la Révolution française. On n'est pas fédéraliste quand on est girondin. C'est ce qu'on. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il disait à l'époque. Attendez, il y avait à l'époque 83 départements. Oui. Les girondins disaient il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. C'est ça le fédéralisme. Eh ben sauf que non, c'est pas ça le fédéralisme. Mais pas du tout. Alors avant que Zemmour reprenne ses marottes, il y avait une question. Mais c'est pas une marotte. Intéressante. À savoir qu'il y a un renouvellement partiel. C'est une discussion fondamentale. Je finis. Non. Un renouvellement partiel du personnel politique. Porté par Macron, vous n'avez pas l'air d'y croire, vous avez évacué ça. Voilà, il y a des gens qui sont des novices en politique, ça va peut-être pas jusqu'au... Pas sûr qu'ils soient très novices, hein. Vous savez, moi dans mon arrondissement, là, ça il a raison. Une ancienne chevènementiste qui est devenue socialiste et puis qui maintenant est En Marche. Si vraiment on fait la généalogie de tous ces gens-là, leur passé est un peu impassif. Il y a un début. Non, il y a un début. Il y a un tiers de gens qui sont... Non, il y a pas mal d'opportunistes qui se disent c'est l'occasion de passer par-dessus la tête des vieux, qui sont là depuis très longtemps et leur seul argument, c'est de dire je suis jeune, je suis neuf et j'ai mon âge. C'est pas des jeunes cons, les jeunes cons, ça existe aussi. Non, mais ça rajouter quelque chose. C'est des vieux cons, la connerie. Non, mais il y a aussi autre chose. C'est que, comme par hasard, il n'y a que de la bourgeoisie. Il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas un non, mais socialement, c'est parfait. Non. Et en plus, la parité en rajoute. C'est-à-dire, comme on est obsédé par la parité, c'est des femmes de la bourgeoisie qui se rajoutent aux hommes de la bourgeoisie. Trop de femmes. Il y a trop de femmes. Il y a de la bourgeoisie, oui. Michel Onfray, on avait une autre question. Le féminisme est un moyen pour accomplir la domination totale de la bourgeoisie. Bientôt en meeting. Alors, on voulait... Moi, je suis comme vous, je suis complotiste comme vous. On voulait revenir... Oui, on en a deux à la table. Et moi, je suis la princesse de l'emballe, je n'en peux plus, là, des... Elle finit très mal, la princesse de l'emballe. Oui, je sais, la tête au bout d'une pique. Alors, on voulait aussi... Mutilée sexuellement. Absolument. Ah bon? Et on monte sa tête à Marie-Antoinette. Son pubis découpé. Bon, bah non, finalement, c'est pas la princesse de l'emballe. C'est le peuple. Vos amis, Jacobin. Pas du tout. Pas du tout, c'est le peuple. Je ne voulais pas relancer le débat. Mais c'est le peuple à la base, celui que vous aimez. C'est le peuple à la base. Et des Jacobins. Allez, sans culotte de l'an 2. Allons-y. À la fin, on voulait aussi revenir sur votre texte. Un texte qui a fait polémique pendant la présidentielle, qui était très violent, que je vais lire dont je vais lire un bout, parce que quand même, c'était quelque chose. Le belliciste BHL a donc gagné. Et avec lui, c'est un texte qui fait 20 000 signes. Vous allez me sortir ça. Mais alors, dites-moi. On les prend les uns après les autres. J'ai pas envie d'en faire une affaire de personne. Je dis de quelqu'un qui est pédophile. Vous voudriez que je vous dise dans quelle page ça se trouve? Non. Mais si. Non, pas du tout. On m'a dit j'ai été extrêmement violent en disant tout ça. Est-ce que BHL n'est pas belliciste? Si. Bon, je lui ai dit la même. Est-ce que le personnage dont j'ai dit qu'il était pédophile, peu importe son nom, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il a écrit dans un livre qu'il l'avait été.
Est-ce que les personnages qui sont Alain Minc n'ont pas été convaincus de plagiat au tribunal ? Est-ce que c'est pas la même chose avec... Non, mais je veux bien... On avait interrogé... Non, mais vous énervez pas. On avait interrogé BHL. On me dit, votre texte est violent. Je veux bien. Il est insultant, nanana, etc. Je veux bien. Je dis, on les prend tous les uns après les autres. Je parle de Pierre Berger en disant qu'il est pour la location de l'utérus d'autrui. Bah, c'est faux ou c'est vrai? Alors, attends. Donc, qui est violent? C'est le réel qui est violent. Parce que, moi, je veux bien qu'on reprenne mon texte. Mais si vous me dites que BHL est un pacifiste, et que je le traite de belliciste et que c'est une erreur. Il avait réagi. Pardon? Regardez, il avait réagi. Je m'en fous. On vous a préparé, vous voulez pas le voir? Regardez. Mais si, regardez, on a travaillé. On a travaillé. Regardez. Elle est lancée maintenant. J'ai même cru d'abord que c'était un faux, que c'était un canular. Ça me semblait pas possible. Cette façon-là. Oui, mais vous êtes le belliciste. Oui, il parle alors là vraiment comme dans les années 30 pour le coup. Cet usage de l'invective à défaut d'argumentation avec quelque chose d'accablant, et ça pour le coup vraiment c'était un mauvais signe. Mauvais signe? Bah, ça sort Adolf Hitler quand même, hein. Je suis un peu Adolf Hitler dans cette affaire. Je vous redis, reprenons ce que je dis de chacun. Il n'a qu'à porter plainte. Que tous ces gens-là portent plainte si je suis insultant, si je dis des contre-vérités. Que les plagiaires, dont je dis qui ils sont, me disent que je les ai insultés en disant qu'ils sont plagiaires. Que le pédophile porte plainte en disant qu'il n'est pas pédophile. Que le belliciste nous dise qu'il n'est pas belliciste. Je veux bien, moi. Que Berger nous dise qu'il n'est pas pour la location des utérus d'autrui. Et les autres dont j'ai parlé. Non, mais je veux bien être agressif. Ça participait d'un climat général. Écoutez, à la fin de la campagne, il y a eu des gens qui, pendant les meetings de Jean-Luc Mélenchon, avaient des pancartes pendaient les banquiers. C'est-à-dire qu'on aurait vu ça à un meeting du FN, je vous dis pas... Vous m'assimilez à ça? Non, pas du tout, je vous assimile pas. Je reproche aux gens d'être ce qu'ils sont. Il y a eu et vous me dites que c'est une montée de la violence. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. De toute façon... BHL a passé son temps à nous dire qu'il fallait bombarder la Libye, qu'il fallait bombarder l'Afghanistan, qu'il fallait bombarder l'Irak, qu'il fallait bombarder la Syrie. Est-ce que ça ne s'appelle pas... Moi, je vous parle pas de climat, je vous parle de vérité. De toute façon... Je vous parle de vérité. Est-ce que BHL est un belliciste, oui ou non? C'est ma question, bon sang. Moi, je veux bien que... C'est pas le sujet, la violence, elle est dans le réel. Et elle va revenir de plus en plus aujourd'hui après la bulle macroniste. Il concentre le réel. Mais moi je suis d'accord. C'est-à-dire que je dis, eh bien voilà. C'est pas la même chose. Mais que je le redis si vous voulez que. Attendez, non, on va pas. C'est un texte de 20 000 signes. Sur ce texte de 20 000 signes, on sort ça. On dit quelle agressivité. Je dis juste que si j'étais. Entendez que on le reçoit. Parce que si vraiment j'étais dans l'insulte, ces gens-là auraient porté plainte. Comment voulez-vous que BHL aille porter plainte en disant Michel Onfray a dit que j'étais belliciste? Moi je dis pas c'est limite quoi? Limite fasciste. Non, ce type a fait carrière sur le bombardement des populations musulmanes. Et pas seulement musulmanes. Pas seulement, vous avez raison. De beaucoup de publics. Absolument. C'est un argument de... mais je lui ai dit ici. Il passe son temps à appeler au bombardement et à la destruction des États. Voilà. Est-ce que quand on le dit, on est violent, méchant, agressif? Est-ce qu'on utilise le langage de l'extrême droite des années 30? Est-ce qu'on est évidemment antisémite ou ce genre de choses? Si on peut plus dire la vérité, alors effectivement, donc ce texte a tourné parce qu'effectivement on disait regardez. Non mais Jean Frère, reconnaissez que avec ce texte, au moins l'extrait qui en a été donné, et ce livre, il y a un peu une nouvelle manière d'Onfray. Il y a quelque chose de plus direct, de moins philosophique, je dirais. Encore, ça peut être considéré comme une philosophie en acte, voilà. Et je trouve qu'il y a un changement de ton chez vous. Peut-être c'est la violence de l'époque qui augmente la violence chez vous, mais il y a quelque chose de nouveau. Ça ressemble pas, la Cour des miracles, aux précédents ouvrages que vous êtes venus débattre ici. Donc, il y a une évolution. C'est pas les mêmes thèmes. D'accord. On me reproche d'écrire toujours le même livre d'un seul coup. J'en ai fait un autre. On me reproche pas ici. Pas vous. Non mais il y a encore le même livre d'Onfray. En voilà un qui change. Alors après on me reproche de faire des livres qui changent. Je dis simplement dans le ton. J'avais juste envie de jouer effectivement au chamboule tout parce que j'estime qu'on se moque de nous. Vous pouvez pas allumer la télévision depuis un an sans qu'il soit question du J-365, -364, etc. Puis après c'est hop on recommence avec les législatives. Je dis est-ce qu'on a le droit quand on est un citoyen qui aime la République, qui aime la démocratie, qui aime le débat d'idées, qui aime la réflexion, de faire un texte dans lequel on dit vous nous fatiguez, vous nous mentez, vous allez nous tromper, vous allez nous trahir, vous allez continuer à faire ce que vous faites depuis des années, vous allez continuer à faire monter le Front National. Là, Geoffrin, formidable Geoffrin, il fait depuis des années tout ce qu'il faut pour nourrir le Front National. Tous les matins quand il se réveille, il arrose la fleur du mal. Tous les matins. Là, en l'occurrence, accordez-leur Onfray que Macron est moins hypocrite que les autres et que justement cette alliance du clan bourgeois, du centre droit et du centre gauche
elle est assez prévisible et on sait d'avance ce qu'ils vont faire. C'est hypocrite. L'autre jour, dans le Figaro, je vous lis dans le Figaro, et il y avait la chronique, je pense, Yvan Rioufol, qui j'ai appris dans cette chronique, où il nous disait qu'il y avait une perche de journalistes qui traînaient. Évidemment, il l'avait pas vu. Et je crois que c'est Le Drian ou Le Guen, je sais plus, Le Drian qui lui dit alors, ça s'est passé comment avec les syndicats? Et il lui dit, très bien, de toute façon, je leur ai rien dit. Oui. Formidable. Oui. Formidable. Ça s'est très bien passé. Il dit rien au syndicat, mais on sait très bien ce qu'il va faire. Eh bon, on sait très bien ce qu'il va faire après les législatives. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est aussi ça la question. C'est que pour l'instant, il joue au général de Gaulle, avec Poutine, avec Trump, et vous avez vu, je marche comme le général de Gaulle. Mais ça, c'est assez classique. Oui, c'est assez classique. Est-ce qu'on a le droit? C'est la politique. Oui, est-ce qu'on a le droit de se marrer, quoi? Bah oui. Voilà, c'est ce que je fais. Une dernière petite question, excusez-moi. Et puis vous savez, si vous voulez vraiment, Eric, si vous voulez vraiment savoir si j'ai changé vraiment de ton ou de style, en 90, j'ai écrit un livre qui s'appelait Cynisme et qui faisait l'éloge de Diogène. C'est un grand exercice diogénien.